Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par le CREPAC dans le cadre de l'animation du réseau Régal Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec Interview Nouvelle-Aquitaine et Bonpa. Le titre de ce webinaire, c'est vraiment atteindre les objectifs de la loi Egalim tout en assurant un approvisionnement de qualité et en réduisant le gaspillage alimentaire. Nous avons prévu de vous parler de ce sujet ô combien important pendant à peu près 1 heure et demie, puisqu'on sait combien ces webinaires sont contraints et puis les agendas de fin d'année le sont également. Donc voilà. Ce qu'on vous propose, c'est donc de faire nos présentations les unes à la suite des autres. Vous verrez que les enchaînements sont tout à fait interconnectés. C'est tout l'intérêt de ce webinaire multi-partenariat, c'est de montrer le lien entre ces thématiques que sont le gaspillage alimentaire, l'approvisionnement et puis l'éducation au goût. Donc, sans plus attendre, je vais vous présenter qui nous sommes. Donc, moi, je suis Dorothée d'Espagne-Gatti, je suis la directrice de l'association Le CREPAC. Donc, le CREPAC signifie Centre ressources d'écologie pédagogique de Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes une association de la loi 1901 et ça fait plus de 20 ans que le CREPAC existe. L'objectif de notre association est de promouvoir et d'accélérer la transition écologique en Nouvelle-Aquitaine, tout en mobilisant l'intelligence collective de l'ensemble des acteurs des territoires. Donc, nous avons 5 missions statutaires, tout ce qui est sensibilisation, accompagnement des acteurs, éducation à l'environnement, formation et études. Et nous intervenons sur tout un tas de thématiques, notamment prévention des déchets, économie circulaire, lutte contre le gaspillage et la précarité alimentaire, et toutes les questions liées à la résilience alimentaire, l'éco-consommation, les économies d'eau, etc. Pour mener à bien toutes ces missions, nous sommes une équipe de permanents de 5 salariés avec ponctuellement des volontaires en service civique et notre association est basée à Bordeaux. Je vous le disais en introduction, donc c'est le CREPAC qui a organisé ce webinaire en partenariat donc avec Interview et Bonpa et nous l'avons organisé dans le cadre de l'animation du réseau Régal Nouvelle-Aquitaine que nous avons créé et que nous animons depuis 2013 grâce au soutien de nos partenaires institutionnels que sont donc l'ADEME Nouvelle-Aquitaine, la région Nouvelle-Aquitaine, la DRAF et la DREAL Nouvelle-Aquitaine, ainsi que le département de la Gironde. Le réseau Régal est le plus ancien et un des plus actifs de tous les réseaux Régal, puisqu'il faut savoir que depuis 2013, d'autres réseaux ont vu le jour un petit peu partout en France. Et l'objectif de ce dernier, c'est vraiment de mettre en lien les acteurs néo-aquitains de la chaîne alimentaire et de mobiliser leur intelligence collective afin de contribuer à la mise en œuvre des lois qui encadrent le gaspillage alimentaire. Et on a une phrase qu'on trouve tout à fait pertinente par rapport à cette animation de réseau qui nous tient à cœur, c'est « seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Cette phrase n'est pas de nous, mais on l'a reprise parce qu'on trouve qu'elle sonne juste. Donc, rappel des objectifs de ce webinaire. Donc, pour nous, il y a 3 objectifs principaux. Le premier, c'est vraiment de nous montrer et de faire le lien entre les enjeux de la lutte contre le gaspillage alimentaire et l'amélioration de l'approvisionnement en restauration collective. Également, de préciser donc, les objectifs concernant l'approvisionnement avec donc, les leviers et méthodes pour atteindre les objectifs en maîtrisant les coûts. Donc pour ça, on passera la parole à Astrid Joubert, donc coordinatrice restauration collective à l'association Interview Nouvelle-Aquitaine, mais je la laisserai se présenter plus en détail dans la suite. Et le dernier objectif, donc affirmer l'importance de coupler vraiment des actions d'éducation au goût à l'amélioration des approvisionnements afin de ne pas générer de nouveaux leviers de gaspillage. Et pour ça, nous accueillons Marine Puyfaucon, donc, qui est éducatrice au goût et qui est membre de la Neige et fondatrice de Bonpa. Bonjour. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais quand même revenir sur qu'est-ce que l'alimentation durable, parce que ça, c'est quand même au cœur du sujet qui nous réunit aujourd'hui, puisque la loi Egalim, c'est la loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable et accessible à tous. Et il faut savoir que, je vais être simple, l'alimentation durable, elle repose sur 3 piliers essentiels, les approvisionnements, les pratiques alimentaires et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et vous verrez qu'au long de ce webinaire, on va nous s'efforcer, toutes les 3, de vous montrer le lien et l'importance de vraiment avoir cette approche globale
quand on est dans une démarche d'approvisionnement, il faut le faire effectivement en conscience avec ne pas perdre de vue l'importance de se poser des questions sur comment réduire le gaspillage alimentaire, intégrer de nouvelles pratiques alimentaires et tout ça avec la sensibilisation et l'éducation au goût qui peut faire, voilà, qui peut grandement aider à améliorer ces pratiques et du coup avancer vers une alimentation plus saine et durable et bénéfique à tous. Donc, je vais me contenter, moi, sur la partie réglementaire. Vous voyez, donc, tout un tas de réglementations ou de lois ont été éditées sur le gaspillage alimentaire. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, on va s'y attarder, c'est vraiment donc la loi Egalim. Et donc, je ne vais pas, moi, tout détailler, mais je vais revenir sur l'ordonnance du 21 octobre 2019 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire, donc à la suite de la loi Egalim, puisque Astrid vous redétaillera dans sa présentation plus en détail les différents points de la loi Egalim. Donc, concernant le gaspillage alimentaire, il faut savoir que dans cette ordonnance, ça étend à l'ensemble des opérateurs de la restauration collective privée l'obligation de lutte contre le gaspillage alimentaire, qui était déjà obligatoire dans le public. Ça étend également l'interdiction de rendre les invendus alimentaires encore consommables impropres à la consommation. Les opérateurs de la restauration collective doivent réaliser un diagnostic incluant au préalable l'approvisionnement durable des denrées alimentaires. Et ça, vraiment, sur réaliser un diagnostic en amont, nous insisterons jamais assez, mais c'est vraiment indispensable quand on est dans une démarche d'amélioration de ces pratiques de sa restauration collective. Avant tout, faire un diagnostic du gaspillage et de ses pratiques alimentaires globalement. Cette ordonnance s'étend également aux opérateurs de la restauration collective préparant plus de 3000 repas jour ou à ceux de l'industrie agroalimentaire réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros, l'obligation de proposer une convention de dos aux associations habilitées. Je vais revenir un petit peu plus par la suite sur cette obligation de convention de dos. Voilà, donc qui ne concerne que la restauration collective préparant plus de 3000 repas jour, mais qui est tout à fait possible pour les opérateurs de restauration collective qui ont moins de 3000 repas jour. Et bien sûr, tous ces acteurs devront rendre leurs engagements publics à compter du 1er janvier 2020. Je vous le disais, je voulais revenir un petit peu plus sur justement la mise en place du don alimentaire, comment on peut procéder à cette action-là. Finalement, c'est assez simple. D'abord, il faut identifier les structures associatives habilitées à proximité de vos établissements. Ça, pareil, c'est important d'avoir en tête que le don, donc ça va venir en second après toutes les actions de prévention que vous aurez pu mettre en œuvre. Pour autant, une fois que vous avez réalisé votre diagnostic, vous avez pu constater que vous avez un certain nombre d'excédents qui sont tout à fait éligibles au don. Et du coup, comment les valoriser, ces dons-là? Ça passe par identification des acteurs de proximité, puisque ça marche quand on est avec des acteurs de proximité pour valoriser ces excédents. Ensuite, alors c'est pas obligé, mais c'est fortement recommandé, établir une convention de don qui définira les rôles de chacun, notamment en définissant les jours et les horaires de passage et le mode de conditionnement. Je tiens à vous rappeler l'importance donc que la signature du bon de retrait par l'association qui va venir récupérer ces dons assure le transfert de responsabilité. Voilà, ça c'est important de le préciser pour aussi rassurer un petit peu tout le monde sur le rôle et la responsabilité de chacun aux différentes étapes de don. Et l'association vous délivrera ensuite une attestation de don à l'opérateur. Si vous voulez en savoir plus, il y a un guide qui est très bien fait. Donc, j'ai mis le lien en bas de la présentation. On pourra également vous l'envoyer avec les diaporamas par la suite. C'est le guide de la restauration collective donné aux associations d'aide alimentaire. Et nous avons d'ailleurs parmi les participants des représentants de la DRAF qui pourront répondre à vos questions si vous le souhaitez sur cet aspect-là et bien d'autres, évidemment, à la fin de nos présentations. Pour finir là-dessus, après je passerai la parole à Astrid, si la signature d'une convention de don alimentaire est obligatoire pour les établissements de plus de 3000 repas jour, cela est souhaitable pour les établissements de restauration collective qui produisent moins de 3000 repas jour, bien évidemment, puisque comme je vous le disais, ça a l'avantage de bien détailler les rôles des uns et des autres. Et il existe également donc des solutions de proximité qui peuvent être mises en œuvre, qu'il s'agisse de dons à des associations d'aide alimentaire, ou de valorisation des excédents, les paniers anti-gaspi par exemple, que ce soit des dons quotidiens, des dons hebdomadaires ou des dons plus ponctuels. Toutes les actions possibles doivent être mises en œuvre pour réduire au maximum ce gaspillage et valoriser au maximum par le don. Et donc, il faut bien avoir en tête que le don est possible, qu'on soit une cuisine autonome, une cuisine sur place ou un restaurant satellite. Il y a toujours des solutions pour réfléchir à la mise en place de dons. Ça, nous, on sera à votre disposition pour en parler plus en détail par la suite.
Je vais donc à présent passer la parole à Astrid, qui va donc nous présenter plus en détail justement les leviers et méthodes pour atteindre les objectifs de la loi Egalim en maîtrisant ses coûts. Bonjour à tous. Je remercie tout d'abord le CREPAC de nous avoir sollicité. En tout cas, c'est un brainstorming qu'on mène depuis quelques temps en Nouvelle-Aquitaine. En tout cas, un certain nombre de personnes inscrites connaissent déjà Interbio en région, mais je vais quand même me permettre de nous représenter et surtout de souligner le fait que ce qui est important de se poser comme question et de se dire et de noter, c'est qu'on travaille toujours en réseau multi-acteurs permettant de mieux accompagner les établissements de restauration collective en faisant et en mettant en avant les expertises et les particularités de chacun de nos réseaux. Donc, effectivement, aujourd'hui, c'est une thématique gaspillage alimentaire au regard de la loi Egalim. Et gaspillage alimentaire, pour nous, en tout cas en Nouvelle-Aquitaine, notre partenaire phare, c'est le CREPAC. Et donc, on se satisfait de pouvoir animer et mettre en œuvre des actions en concertation sur le territoire avec ces partenaires-là. Juste pour rappeler rapidement qui est Interbio et qu'est-ce qu'on fait. Donc, nous, notre premier métier, c'est de développer l'agriculture biologique en Nouvelle-Aquitaine. Alors, bien évidemment, on n'est pas tout seul, puisqu'on fédère un ensemble d'acteurs de la filière, on va dire des représentants des producteurs, les chambres d'agriculture, les groupements de producteurs bio, mais aussi les coopératives agricoles, les transformateurs, les distributeurs, des petits, des gros. Un peu, l'idée, c'est de mettre tout le monde autour de la table et de se poser la question de comment on développe cette filière de production et de transformation en région, permettant d'atteindre l'ensemble de débouchés, à la fois de la vente directe, mais aussi de la distribution et de la restauration collective, puisque le réseau bio, de manière globale, à l'échelle nationale, s'est emparé de ce sujet depuis de nombreuses années. Pour ma part, ça fait maintenant 14 ans que je fais ce métier-là. Mais le réseau, donc, ça fait au moins 20 ans qu'on parle de restauration collective et d'alimentation saine et durable. Dorothée l'a rappelé en préambule, et pour nous, c'est important. Je vais revenir plus précisément. Là, j'ai passé nos actions globales, structurer, développer la filière en Nouvelle-Aquitaine, parler de consommation et de distribution. Et donc, on a un axe vraiment spécifique en région sur la restauration collective et comment accompagner à la fois la filière bio à fournir, puisque l'un des freins aujourd'hui, et en tout cas depuis de nombreuses années, c'est de se dire que la bio, en fait, on ne sait pas forcément où la trouver et comment travailler avec une bio locale et pour nous équitable. Donc, c'est pour nous travailler sur comment développer et accompagner les filières à proposer des produits pour la restauration collective et adaptée. Mais aussi d'accompagner les sites de restauration au changement de pratique, puisque repenser son modèle alimentaire, c'est aussi se dire je vais voir si mes pratiques sont cohérentes au quotidien et comment parvenir à atteindre mes objectifs tout en travaillant qualité alimentaire, organisation en cuisine et stratégie d'achat. Donc ça, c'est vraiment notre manière de travailler. Donc on a différents dispositifs d'accompagnement, à la fois individuels et collectifs. On a ce qu'on appelle les chartes d'engagement, qui sont des accompagnements sur 2 à 3 ans de collectivité au regard des objectifs qui se sont fixés. Donc, ça peut être des audits de sites nécessairement, mais aussi des accompagnements sur les marchés publics et sur la montée en puissance des approvisionnements. Des conseils minutes également. Je cherche des fournisseurs, typiquement, où je me pose la question de ma méthode. Je veux savoir si je suis au 20% au regard de la loi. Donc voilà, le conseil minute, ça peut être je cherche des fournisseurs ou je cherche à me poser la question de ma méthode ou je cherche des contacts. Par exemple, le gaspillage alimentaire, nous, on relaie vers le CREPAC, les marchés publics, on relaie vers d'autres partenaires. On fait également de l'accompagnement de politique de territoire, tout ce qui va être sous l'égide un peu PAT, de l'étude de collectivité, de fonctionnement, de filière et de l'organisation de journées collectives. Et on fait également des formations. Alors aujourd'hui, on pourrait considérer que c'est une sorte de formation, mais on travaille sur donc, tout l'aspect Egalim, les marchés publics, les techniques culinaires, avec un ensemble de partenaires que je vous présenterai par la suite. Donc la filière, j'en ai parlé, on a une commission en interne. La semaine dernière, on travaillait avec nos adhérents sur la loi Egalim, ce chapeau-là. Alors pour rappeler, la filière bio n'a pas attendu la loi Egalim pour travailler sur l'introduction de bio. Il y avait le Grenelle de l'environnement historiquement, mais comme je le disais en préambule, pour nous, c'est important de permettre au plus grand nombre d'accéder à cette qualité alimentaire. Donc, on travaillait avec nos adhérents la semaine dernière sur comment développer encore plus notre filière, comment travailler sur les problématiques que l'on rencontre sur le territoire en matière d'approvisionnement. Et on fait également du conseil je souhaite développer des produits vers le marché de la restauration collective.
comment je dois faire, quelles sont les contraintes, entre autres celui du marché public pour les fournisseurs qui parfois sont un frein. Et on organise des événements et des journées d'information entre filières et collectivités pour favoriser l'interconnaissance. Et la dernière opération qu'on fait, c'est la promotion. Donc, tous les ans, on organise un salon de la restauration collective en Nouvelle-Aquitaine pour faire se rencontrer l'offre et la demande, mais aussi on met en place des conférences sur des thématiques et sur des thèmes précis. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que donc, on est, nous, membres d'une structure régionale donc, qui n'a pas d'entité juridique, mais toutes nos actions, ou la plupart de nos actions, sont aussi mises en place dans un plan d'action régional au sein du pôle régional de compétences sur la restauration collective bio, locale et de qualité, qui est soutenu par la région, l'État et l'ARS. Donc, on a un ensemble d'actions qui sont pilotées dans ce cadre-là. Et donc, on coordonne tout le plan d'action de la filière bio avec nos partenaires, donc Bio Nouvelle-Aquitaine, Agrobio Périgord, le CIVAM Bio Béarn et Blé pour la partie 64. Et comme je le disais en préambule, ce qui est important de se poser comme question, c'est l'aspect multi-acteurs. Bien évidemment que notre métier, c'est plutôt la filière et l'approvisionnement. Et donc, on s'associe de partenaires, entre autres donc le CREPAC sur le gaspillage alimentaire, qui pour nous est un peu notre centre de ressources sur cette thématique-là. Le réseau 3AR sur la partie plutôt commande publique responsable et le collectif Les Pieds dans le Plat, qui est une structure nationale de formateurs, de cuisiniers et de diététiciennes et diététiciens d'ailleurs, avec qui on œuvre au quotidien et avec qui on sollicite les compétences et l'expertise en matière de changement de système et de pratique sur la notion nutritionnelle et culinaire au sein des équipes de restauration. Donc voilà, l'idée c'est de se dire, si on veut atteindre les objectifs de la loi Egalim, il y a quand même des structures qui existent, il y a ce réseau multi-acteurs qu'on fait vivre au quotidien en région et qui est là, disponible pour vous. Et la thématique aujourd'hui, c'était de se dire, mais comment on fait pour atteindre les objectifs de la loi Egalim et entre autres sous l'angle gaspillage alimentaire. J'ai parlé du pôle régional. Oui, et la dernière petite pierre à l'édifice, c'est comment parler de ce que je fais. Et donc, on a développé un label qui s'appelle Territoire bien engagé. Ça, c'est la petite partie communication, puisqu'on le verra en fin de webinaire, la nécessité de travailler sur aussi la sensibilisation des convives. Et donc, le label permet aussi aux collectivités de dire, voilà, moi, ce que je fais, j'ai atteint les objectifs, à minima 20%, mais au 1er janvier, on sera à 22%, considérant que le 20%, c'est ce que, on va dire, c'est ce que veut la loi. Donc, on va augmenter nos objectifs sur le 22% en 2022 et 25% en 2025. Et donc, ce label permet de valoriser le travail des équipes, le lien avec les fournisseurs locaux, les producteurs, l'impact sur le territoire, comme quoi on est engagé dans un approvisionnement de qualité dans notre service de restauration. Je voulais justement revenir sur la loi Egalim et les bases. Alors, Dorothée l'a rappelé, on a la chance aujourd'hui d'avoir des représentants de la DRAF. Mais du coup, l'idée, c'était de reparler un peu de l'évolution. On a la loi climat et résilience qui a été mise en avant fin d'été. Et du coup, nous, on fait des petites piqûres de rappel sur les nouveautés de cette loi. En tout cas, pour ceux qui n'auraient pas les dernières informations. Comme le disait Dorothée, le diapo il va vous être envoyé, toutes les informations relatives à la loi Egalim, l'application, le gaspillage, les approvisionnements. Donc, rapidement, pour revenir sur les évolutions, donc, il y a quand même certaines notions qui ont été rajoutées dans le cadre de la loi, entre autres qui concernent la restauration collective privée, puisque ça sera un nouvel acteur concerné en 2024. Sur les diapos, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est les éléments en rouge qui sont les nouveautés en fait, de la loi climat et résilience. On a parlé des 5 mesures phares, les produits, l'information des convives, la diversification des sources de protéines, la lutte contre le gaspillage et la substitution des plastiques. L'idée, c'est de ne pas détailler tous les éléments aujourd'hui, mais bien de rappeler les petites nouveautés. Puis sur le gaspillage alimentaire, on a la chance d'avoir nos experts avec nous sur le webinaire. Sur les produits, rappelez, on a toujours les mêmes objectifs, c'est ce fameux 50% de produits durables et de qualité, dont au moins 20% de produits bio.
Alors, bien évidemment que nos réseaux accompagnent au minima au 20, voire 22%, comme vous avez pu le voir sur le label, mais l'idée, c'est, en tout cas pour nous, d'aller plus loin, puisqu'on s'aperçoit aujourd'hui que sur l'application de la loi, le 20% de produits bio, c'est plutôt simple si on est bien accompagné pour atteindre les objectifs, en tout cas des objectifs cohérents au regard et des changements de pratiques et de l'existence des filières sur les territoires. Donc, on arrive facilement à atteindre les 20-25% et on accompagne même certains sites à 30%, considérant que le reste des produits, si on voulait faire le stricto sensus 20-30, 30% de produits, d'autres produits durables et de qualité sous l'égide de label rouge, IGP, AOP, HVE, etc., atteindre le 30% aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il y a de plus évident. Donc voilà, juste rappeler des éléments de contexte. Se rajoutent avec la loi climat et résilience quelques petites nouveautés, entre autres les produits issus du commerce équitable et les produits acquis principalement sur la base des performances en matière environnementale et d'approvisionnement direct. Ça, pour information, aujourd'hui, on n'a pas encore les petites précisions. C'est en cours d'analyse au niveau du ministère sur le côté technico-juridique. Juste pour préciser, il incombe à l'acheteur de pouvoir assurer la vérification et d'apporter la preuve en fait de l'analyse de ce produit-là pour qu'il soit éligible au regard de ce qu'on appelle produits durables et de qualité dans les assiettes. Ensuite, donc on a toujours cet objectif de 50% de produits durables. On aura au 1er janvier 2024 60% des produits durables et de qualité pour les viandes et les poissons. C'est la nouvelle exigence. Le taux est porté à 100% pour les restaurants d'État. Et à partir de 2023, on a l'obligation de déclarer annuellement pour chaque restaurant collectif afin de faire un bilan statistique national. La mesure numéro 2, c'est la diversification des protéines et des menus végétariens. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà globalement mis en place sur les sites de restauration. Nous, on travaille énormément sur ça. Je l'ai précisé tout à l'heure, un de nos partenaires à cet effet, c'est le collectif Les Pieds dans le Plat, notamment sur le changement de pratique. L'idée, c'est de travailler des menus et de la diversification de protéines avec le plus de produits bruts et faits maison. Donc, on travaille beaucoup à la formation des équipes et l'accompagnement sur ces aspects-là avec ce partenaire-là. Ça, c'est vraiment important, entre autres, pour travailler sur l'aspect nutritionnel. En région Nouvelle-Aquitaine, on produit aujourd'hui des protéines végétales et depuis de nombreuses années en bio, on sait faire. C'est des filières qui sont plutôt très développées sur notre territoire. Et la dernière aussi, pour nous, le dernier argument, c'est de travailler également sur la maîtrise des coûts. Aujourd'hui, atteindre les objectifs de la loi Egalim pour certaines collectivités, ça peut être complexe au regard des budgets alloués, au regard des moyens humains, au regard des moyens matériels. Et travailler sur la diversification des protéines, ça apporte toute cette diversité alimentaire, mais aussi ça permet de travailler sur comment je vais réduire un peu mes coûts, permettant derrière de travailler par exemple une viande de meilleure qualité ou des produits laitiers de meilleure qualité. Les petites nouveautés, c'est surtout d'avoir étendu certaines notions à la restauration privée. Donc on a toujours cette obligation de proposer le menu végétarien qui maintenant est déjà va devenir obligatoire. Les restaurants de l'État devront proposer une option végétarienne quotidienne et pour les collectivités volontaires, on pourra proposer une option végétarienne quotidienne également. On sait déjà que sur certaines collectivités, c'est déjà en place. Entre autres, chez nous, l'un des premiers à l'avoir fait, c'est la ville de Bègles qui a mis en place cette option VG pour répondre, entre autres, à la demande de certains parents d'élèves. La mesure 3, c'est l'information des convives et d'afficher. Ça, c'est déjà en vigueur. Donc, aujourd'hui, on est censé déjà dire où est-ce qu'on en est au regard des objectifs de la loi, même si la loi elle est censée être applicable au 1er janvier 2022. Pour l'instant, on est censé déjà afficher. Et on va étendre à partir du 1er janvier l'ajout de l'information concernant la part des produits issus des PAT, sans forcément avoir aujourd'hui beaucoup plus d'informations, je le précise, sur cette notion-là. La mesure numéro 4, c'est l'interdiction des bouteilles d'eau et des barquettes en plastique. Je ne vais pas trop m'étendre sur ça. On travaille beaucoup avec, nous, on ne travaille pas forcément sur ça, mais le réseau 3AR accompagne les collectivités, entre guillemets, quand on parle de commande publique responsable, à se poser la question de... Notamment, comment je travaille sur d'autres stratégies en matière de contenants alimentaires non polluants
qui peut aller aussi dans cette partie-là, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu la grosse problématique pour les collectivités. Quand on souhaite atteindre l'ensemble des objectifs de la loi Egalim, cette notion de sans plastique, et entre autres aujourd'hui avec les contraintes du Covid qui imposent pour certains sites de restauration l'interdiction par exemple de carafes ou pas, ou en tout cas certaines collectivités s'interdisent d'utiliser des carafes d'eau. Donc c'est un vaste débat sur lequel on travaille en réseau, ou certains réseaux à l'image donc de 3R et également d'Agores qui œuvrent au quotidien pour trouver des solutions pour aller plus loin sur la stratégie de réduction de l'utilisation des contenants plastiques. Donc, il y aura la petite subtilité, la nouveauté de la loi climat et résilience, c'est le fait de proposer obligatoirement un contenant réutilisable ou composé de matières recyclables pour la vente à emporter en restauration collective à compter du 1er janvier 2025. Le gaspillage alimentaire, le diagnostic, il est obligatoire. Je ne vais pas parler au nom de notre partenaire compétent et expert en la matière aujourd'hui. C'est important, ce diagnostic. Quand on va parler gaspillage aujourd'hui, et quand on a construit ce webinaire avec Dorothée, l'idée, ce n'était pas de se dire mais voilà, on va faire juste un zoom sur le gaspillage, mais considérer qu'en fait, le gaspillage alimentaire est un outil pour atteindre les objectifs. Alors, il est partie intégrante de la loi, mais en fait, dès le départ, on doit se poser la question de qu'est-ce que je gaspille, et pas forcément juste sur la notion de reste à l'assiette au final. Parce qu'en fait, le gaspillage, ça peut être également sur je commande peut-être trop en grammage, ou je ne forme pas assez mes équipes aux techniques culinaires. Nous, on le voit énormément, et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur la formation des équipes, c'est de se dire comment, au regard de ma technique et de ce que je mets en place, je vais travailler sur la maîtrise des coûts, et le gaspillage alimentaire est nécessairement un des outils pour y parvenir. Ce n'est pas juste se dire, OK, je pèse, je gaspille, mais c'est surtout qu'est-ce que je me pose comme question une fois que j'ai les résultats de mes pesées pour changer mes pratiques, on va dire, de l'achat jusqu'à la distribution et le service auprès des convives. La petite nouveauté de la loi climat et résilience, c'est le lancement d'une expérimentation sur 3 ans pour mettre en place des solutions de réservation des repas. Pour l'instant, on attend le décret. Donc voilà, pour rentrer un peu dans le vif du sujet et parler de cette notion d'atteindre les objectifs de la loi Egalim, alors vous avez compris que nous, on est plutôt les spécialistes de l'approvisionnement et on travaille multi-acteurs, mais par contre, on met en place une méthode spécifique avec l'ensemble de nos acteurs qui consiste à se dire OK, alors on va parler sous le spectre de l'introduction des produits bio, mais la méthode, elle est la même pour le reste, au final, qu'on parle d'un produit bio ou d'un produit de qualité autre. L'idée, c'est de se poser la question de ce qu'on fait au quotidien et de l'impact. Aujourd'hui, le débat, ça serait de se dire « Ah oui, mais introduire les produits bio ou introduire la loi Egalim, ça va forcément supposer un surcoût sur mon service de restauration. » La réponse, elle n'est pas toute faite. On peut dire oui, on peut dire non, on peut dire nécessairement. On accompagne des sites de restauration qui, aujourd'hui, introduisent le 50% de produits durables et de qualité sans surcoût. En fait, la première base, c'est se poser la question de se faire un petit diagnostic de situation du site de restauration. Combien j'ai de budget, qu'est-ce que je mets aujourd'hui en matière d'approvisionnement en place, est-ce que je passe par des distributeurs, par des producteurs, est-ce que je vais à la grande surface du coin et comment je mets aussi en place le plan alimentaire. Donc, on a mis en place un système d'accompagnement qui est basé sur une méthode qui permet d'avoir une approche globale pour éviter ce surcoût-là. Donc, on l'a déjà un peu évoqué. Et la loi Egalim, elle met en musique un peu tout ça et elle met en lumière tous ces aspects-là. C'est la première chose, c'est se poser la question, donc, dans le cadre du diagnostic, quels sont mes achats? Pour ensuite pouvoir se dire, OK, aujourd'hui, la typologie de mes achats, c'est de se dire, je fais peut-être du transformé, je fais du frais, je fais du saison, je ne fais pas du saison. Et c'est au regard de l'analyse qu'on aura fait de ces achats, adapter ces approvisionnements aux filières locales et à leur organisation, puisque toutes les filières sur les territoires ne sont pas organisées pour fournir. Par exemple, c'est de se dire, est-ce que autour de chez moi, je ne sais pas, 10 km, est-ce que j'ai tous les produits nécessaires à la mise en œuvre de mon projet alimentaire? C'est rarement le cas. Donc, du coup, c'est se poser la question de ce que j'achète et comment je vais pouvoir relocaliser et atteindre les objectifs de la loi Egalim. Attention, la loi ne parle pas de local. On n'a pas le droit de dire qu'on veut du local sur la loi Egalim. Maintenant, nous, notre travail, c'est de faire en sorte de vous accompagner à introduire ces fameux 20% de bio avec une origine Nouvelle-Aquitaine le plus possible.
C'est travailler l'intégration des recettes à base de protéines végétales. Hein, on l'évoquait déjà tout à l'heure, entre autres sur la maîtrise des coûts, mais pas que. Il y a cette nécessité d'éduquer à l'alimentation des convives autour du projet de la diversification des protéines. Élaborer des menus équilibrés. Souvent, on voit des menus à 5 composantes. On travaille beaucoup sur le 4 composantes également avec les collectivités pour justement pouvoir maîtriser les coûts et parfois limiter, entre autres, les apports en produits laitiers, qui sont parfois trop importants. Limiter et utiliser l'utilisation de plats préparés industriels. On va favoriser principalement le fait maison. Former les équipes, j'en ai déjà parlé. Former les équipes, ce que je n'ai pas évoqué également, c'est que on va revoir aussi sa manière de faire. C'est-à-dire que parfois, sur certaines collectivités, on a la sensation que les cuisiniers sont un peu dans un schéma où je fais, alors qu'en fait, ils ont des formations de base, ils ont des capacités à pouvoir mettre en œuvre le savoir-faire qu'ils peuvent développer et du coup, repartir en formation. En tout cas, les formations qui sont développées aujourd'hui avec les cuisiniers du collectif, permettre aussi de se réapproprier et de se dire non, mais en fait, je sais faire tout ça. Par contre, au quotidien, on est tous la tête dans le guidon. Donc, c'est de se dire, OK, au final, j'ai vu dans la formation que je pouvais travailler, par exemple, la logique plat végé, c'est-à-dire que les légumes, mais je ne vais peut-être pas forcément les éplucher. Par contre, je vais les prendre nécessairement en bio, selon les recettes. Je vais pouvoir intégrer la protéine végétale dans mes potages, dans mes plats et également dans mes desserts. Donc, c'est aussi regarder tout ce qu'on peut faire pour pouvoir augmenter sa part en valeur d'achat en produits bio. Et la formation des équipes, elle permet aussi de redorer un peu la vision du responsable de restauration ou du cuisinier. Et ça, c'est important. Réduire le gaspillage alimentaire, donc pour nous, on considère que c'est important de le voir, comme je le disais, du stockage à la distribution et de se poser la bonne question de comment j'achète et de favoriser les produits de saison permettant de travailler avec des producteurs locaux ou des fournisseurs locaux. Entre autres, par exemple, c'est de se dire, la semaine dernière, j'étais dans une collectivité qui travaille avec un maraîcher et on va regarder sur une année pour planifier, en fait, pour identifier combien ils consomment, admettons, de pommes de terre, de courges, de poireaux, etc. Et ensuite, on verra avec le producteur comment planifier les approvisionnements et comment lui planifier sa structure d'exploitation sur son outil de production agricole. Donc ça, c'est vraiment pour nous la méthode. Introduire du bio, oui, ça peut être cher si on prend n'importe quel premier catalogue sans se poser la vraie question de ce qu'on fait. Oui, ça peut être maîtrisé, l'impact du surcoût. Et on est aujourd'hui en capacité de dire qu'on accompagne les sites de restauration sans forcément un impact budgétaire très important à l'atteinte des 20-25% de produits bio. Donc voilà, pour nous, j'ai déjà parlé un peu de la méthode qu'on développe. Et donc, l'introduction de produits bio réussie, c'est 6 étapes. C'est réunir tous les acteurs concernés. Élus, agents de restauration, parfois peut-être parents d'élèves s'ils sont disponibles et engagés, gestionnaires et pourquoi pas les producteurs, et en tout cas bien connaître l'état des lieux de la filière sur le territoire, connaître la filière donc, de production. On va parfois être confronté à des collectivités qui vont nous dire ah, oui, non, mais moi je voudrais tel et tel produit, par contre je voudrais que ça vienne autour de chez moi. En fait, l'avantage qu'on a, c'est que vu qu'on connaît bien notre filière, on est aussi en capacité de dire attention, ces produits-là, vous n'allez pas forcément pouvoir les trouver localement. Donc, est-ce qu'on en fait une priorité ou pas, hein? C'est aussi de faire des choix, de poser des objectifs et d'évaluer, donc 3e point, les besoins et les capacités de l'établissement pour pouvoir planifier et se dire, bon voilà, est-ce que j'ai atteint mes objectifs ou pas? Et si je ne les ai pas atteints, comment je fais pour revoir ces objectifs-là et transposer d'autres préconisations? Former, j'en ai parlé. Pour nous, c'est un peu la base et la priorité d'animation d'un projet de produits bio réussi. C'est la formation des équipes et l'accompagnement des équipes. C'est très important. Et la dernière étape, c'est accompagner et valoriser l'introduction de tous ces produits-là, on va dire de A à Z et auprès de l'ensemble des maillons de la chaîne, c'est-à-dire auprès des convives quand on est sur le temps de pause méridienne, mais ça peut être aussi globalement comment je communique auprès des parents d'élèves ou auprès on va dire de la communication externe sur ce que je fais. Parce qu'aujourd'hui, donc, il y a cette loi Egalim, effectivement, mais comment je fais pour la mettre en avant et pour mettre en avant ce que je mets en place au quotidien dans mon service de restauration. Donc voilà, j'ai terminé un peu sur mon intervention. La conclusion que j'apporterai sur le
pour revenir sur le chapeau base du webinaire qu'on a souhaité, c'est voilà, l'atteinte de la loi Egalim au regard de la maîtrise du gaspillage alimentaire, c'est de se dire, c'est un projet global de son service de restauration. Le gaspillage, il doit venir à toutes les étapes. C'est, par exemple, première étape qu'on voit là sur la méthode, première et deuxième étape, c'est connaître la filière. Est-ce que je vais pouvoir travailler des produits bruts? Est-ce que je vais pouvoir travailler des produits de saison? Et du coup, peut-être pas forcément éplucher travailler sur des recettes anti-gaspi, sur la mise en place, entre autres, sur les légumes. Ça peut être une première action. Sur les protéines végétales. Donc, on en vient à un des objectifs de la loi Egalim, qui est de travailler les menus végétariens. En formation, avec le collectif, on a vu des recettes de mousse au chocolat à base de jus de pois chiche. Donc, du coup, là, on est typiquement sur de la recette anti-gaspi où le pois chiche, on peut l'intégrer dans le plat principal ou dans une entrée. On a fait des falafels, par exemple, et de se dire que le jus, on peut l'utiliser sur une mousse au chocolat en dessert, typiquement. Donc voilà, ça peut être de se dire comment je peux, avec ce que je vais mettre en place en matière d'approvisionnement et d'équilibre alimentaire, travailler sur cette maîtrise des coûts et donc sur la diminution du gaspillage alimentaire. Ça, c'est la base première. Je vais laisser la parole à Marine qui va intervenir juste après moi. La nécessité également pour diminuer le gaspillage alimentaire de bien accompagner les agents et de bien accompagner le temps de repas pour justement sensibiliser, ce produit-là, il vient de là, sensibiliser à l'éducation au goût et à tout ce que vous mettez en place. C'est-à-dire qu'introduire des produits bio, locaux, avec par exemple des maraîchers locaux, si c'est pour les jeter au final, parce qu'on a mal accompagné, entre guillemets, le repas, ça peut être dommage entre guillemets, de jeter ces produits de qualité à la poubelle. Je te fais la transition, Marine, pour ton intervention. Super, j'aurais mis les mêmes mots que toi. Merci Astrid, effectivement, pour cette présentation. Donc, il y a eu des questions, mais on les prendra par la suite. Je voulais juste, avant de passer la parole à Marine, dire que Isabelle de la Cali confirme que cette mousse dont tu viens de parler au chocolat, Astrid, et effectivement est une belle réussite dans la restauration collective. Donc effectivement, on a vu une approche sur comment on modifie son approvisionnement, ce que ça peut impliquer aussi sur les modifications des pratiques alimentaires des convives, notamment des plus jeunes, cette loi Egalim, les menus végétariens, mais pas seulement. Et du coup, on va justement laisser la parole à Marine qui va nous expliquer en quoi l'éducation au goût est en fait vraiment une action importante à, à valoriser et à mener de front avec toutes ces questions d'amélioration d'approvisionnement pour accompagner de façon la plus sereine et la plus durable possible l'évolution de ces pratiques alimentaires. Merci Marine. Bonjour à tous et à toutes. Alors, donc, je vais vous parler de l'éducation au goût, donc comme outil pédagogique pour accompagner le changement des menus et lutter contre le gaspillage alimentaire. Parce que comme Astrid vient de le dire, si on change ce qu'il y a dans l'assiette, mais que ça finit dans la poubelle parce que les convives, adultes ou enfants, ne sont pas habitués ou n'aiment pas ça, on rate quelque chose en augmentant le gaspillage alimentaire alors qu'on est en train de vouloir le diminuer. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Marine Pouy-Faucon. Je suis éducatrice du goût depuis un peu plus de 10 ans. J'ai une formation de base en ingénieur. Je suis ingénieure en agronomie. Et je suis membre également de l'ANEJ, donc le réseau national pour l'éducation au goût des jeunes, donc qui met en place des actions liées à l'éducation au goût à l'échelle de la France. Pour vous présenter rapidement mon parcours, j'ai travaillé pendant 2 ans dans le milieu de la recherche au Centre des sciences du goût et de l'alimentation à Dijon sur un projet relié à la mesure des effets de l'éducation au goût. Donc, c'est quelque chose qui est documenté par la recherche en France, mais dans toute l'Europe et même dans d'autres pays du monde. Donc, on a du recul sur un peu les effets de cette approche-là. J'ai ensuite travaillé pendant 8 ans au Québec, une partie au sein d'une association qui faisait des actions terrain en éducation au goût. Et je suis depuis 3 ans à mon compte sous la structure Bon Pas, qui signifie la bouche, les oreilles, les mains et les pieds aussi. Et je suis fraîchement revenue du Québec et j'habite en Nouvelle-Aquitaine. Je suis basée à Bordeaux. Donc, je propose des services autant pour les enfants que les adultes, donc de l'animation en éducation au goût dans tous les milieux, aussi bien scolaires, la crèche, les événements dans l'événementiel, dans le milieu associatif, autant pour des publics enfants, adultes,
par enfant, donc des groupes multi. J'offre aussi de la formation pour tous les adultes qui vont intervenir au niveau de l'alimentation, donc que ce soit du personnel enseignant, des animateurs et animatrices en centre de loisirs, sur les temps périscolaires, les personnels éducateurs de crèche, mais aussi des producteurs, des transformateurs. Donc, l'ensemble des acteurs reliés à l'alimentation qui vont être en contact avec les enfants ou en lien avec des gens qui mangent. Je fais aussi des conférences et j'anime des chroniques. Donc, pour vous donner un petit portrait des actions que je peux faire en éducation au goût. Donc, pour refaire le lien avec là où Astrid d'Interbio vous a laissé, on va s'intéresser vraiment à ce qui se passe au niveau des convives. Donc, comment on peut accompagner l'arrivée de ces nouveaux produits via l'arrivée de produits biologiques. Ça veut dire qu'on va mettre dans l'assiette des convives des aliments qu'ils n'ont pas l'habitude de manger, voire qu'ils n'ont jamais vus. Donc, de manière d'accompagner ces changements-là, l'éducation au goût, c'en est une. Donc, c'est une pédagogie. Le nom intégral, c'est l'éducation sensorielle au goût. Ça existe depuis les années 70 en France et il y a beaucoup d'initiatives à travers tout le territoire et aussi dans toute l'Europe et en Amérique du Nord. Et aussi en Asie, il y a des éducations au goût un petit peu partout sur la planète maintenant. La définition rapide, on va rentrer plus dans le détail après, c'est une forme d'éducation alimentaire. Il y en a d'autres, l'éducation nutritionnelle, l'éducation culinaire, l'éducation par le jardinage. Là, on est dans une éducation alimentaire par le goût, donc qui est axée sur la découverte des aliments avec les 5 sens. Et c'est une approche qui va prendre en compte les plaisirs de manger et la convivialité. Donc là, je vais vous proposer quelques instants d'enlever votre casquette professionnelle et de vous poser la question à vous, en tant que personne qui mange, qu'est-ce que c'est pour vous manger ? Donc, je vous laisse quelques instants. Si vous avez envie, vous pouvez partager dans le chat si vous avez envie d'écrire un mot-clé en lien. Donc là, vous pouvez écrire des mots. Je vous laisse encore quelques secondes. Donc, on a plein de mots qui arrivent, donc des mots qui vont être, qui représentent en fait un peu toutes les fonctions, ces 4 photos. Donc, manger, mais pas seulement se nourrir. Il y a des mots énergie, indispensable, nutrition. Effectivement, manger, c'est un acte nécessaire biologique à notre survie. On mange pour se nourrir, mais on mange aussi pour se réjouir. Donc, j'ai lu beaucoup de mots de plaisir, de gourmandise, etc. Donc, relier vraiment à l'ensemble des plaisirs, que ce soit quand on cuisine, le goût des aliments qu'on aime, où est-ce qu'on va aller acheter nos aliments. Donc, manger, effectivement, ça nous permet d'avoir du plaisir. Il y a aussi des mots autour de la convivialité, du partage, d'être ensemble. Donc, effectivement, ça, c'est une particularité de l'espèce humaine. Quand on mange, on se rassemble autour de la table. Donc, manger, c'est aussi une manière de se réunir. Et il y a une dernière dimension, je pense, de mots en lien, c'est se découvrir. Parce que nos choix alimentaires, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, les recettes de notre famille, les recettes liées à notre culture en fonction du pays où on est né, de la famille dans laquelle on est né, et on ne va pas avoir la même histoire alimentaire. Donc, il y a tout un aspect identitaire aussi à travers l'acte de manger. Donc, toutes ces fonctions-là de l'alimentation, se nourrir, se réjouir, se réunir, se découvrir, elles sont prises en compte dans l'approche de l'éducation au goût. Donc, dans son nom, on entend juste goût, mais derrière, il y a toutes ces dimensions-là. Une autre petite participation que je vous demande, si vous en avez envie, c'est un petit quiz pour continuer à se donner un langage commun, de savoir qu'est-ce qu'on met derrière les mots avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet de l'éducation au goût. Qu'est-ce que c'est ? Alors, qu'est-ce que signifie le mot goût ? Alors, je vais présenter les 4 possibilités. Alors, est-ce que le mot goût, ça veut dire saveur, donc c'est-à-dire le fait qu'un aliment soit sucré, salé, acide ou amer? Est-ce que le goût, c'est la préférence pour quelque chose, comme quand on dit ça c'est à mon goût ou ça c'est pas à mon goût? Est-ce que le goût, c'est l'ensemble de toutes les caractéristiques sensorielles d'un aliment? Donc, ça veut dire tout ce qu'on peut décrire avec nos sens. L'odeur, la texture, l'aspect, la couleur, la saveur, etc. Ou encore, est-ce que c'est l'envie de quelque chose, comme quand on dit avoir le goût de A, B, C ou D, ou toutes ces réponses A, B, C, D. Je vous laisse encore 1 ou 2 secondes. Donc, on a un petit peu toutes les réponses avec majoritairement du C et du ABCD. Alors, en fait, vous avez tous raison.
quel que soit ce que vous ayez écrit, parce que effectivement, le mot goût, il a toutes ces significations-là. C'est un mot qui a plusieurs sens, c'est le cas de le dire. On a deux mots qui vont être vraiment plus reliés aux aliments. Donc, des choses qui sont plus objectives. La saveur d'un aliment, c'est constitutif de l'aliment. Et donc, c'est ce qu'on appelle le goût au sens strict. Et la réponse C, le goût au sens large, donc l'ensemble de toutes les caractéristiques sensorielles de l'aliment. Donc, à la fois l'odeur, la texture, l'arôme, la saveur, l'aspect, le poids, le son que ça fait quand on le prépare, le son que ça fait quand on l'entend, tout ce qu'on va pouvoir décrire avec nos sens, ça fait partie du goût de l'aliment. Et on a deux autres mots, la préférence et l'envie d'eux, qui sont plus des termes subjectifs, donc qui vont être reliés à l'hédonisme, qui sont reliés à notre personne, en fait, et donc qui s'appliquent à l'alimentation, mais aussi, c'est étendu dans le reste du vocabulaire. On peut très bien dire ah, aujourd'hui, j'ai le goût d'aller au cinéma. Ça marche aussi, pas que relié à l'alimentation. Et donc, nous, quand on va parler d'éducation au goût aujourd'hui, eh ben, moi, je parle du goût au sens large. Quand on dit éducation au goût, c'est éducation à l'ensemble de notre rapport sensoriel aux aliments. Donc, on ne va pas juste regarder ce qui se passe dans la bouche au niveau de la langue et des papilles avec les saveurs. On va tout regarder, les odeurs, la texture, etc. On va le détailler un peu plus loin. Donc, maintenant qu'on comprend la même chose quand je vais dire le mot goût, eh bien, je vais vous décrire un petit peu plus précisément ce que c'est l'éducation au goût. Donc, en éducation au goût, on a des aliments et c'est tous les aliments. On ne va pas focaliser sur certains. C'est vrai que souvent, quand on a l'habitude d'entendre parler d'ateliers de dégustation, ça va souvent être du fromage, du vin, de la bière, des produits pour lesquels il y a une certaine qualité du goût qui est avérée et reconnue. Mais en éducation au goût, on va déguster tous les aliments, aussi bien du pain, du fromage, une pomme, une carotte. Les aliments du quotidien peuvent prendre un aspect assez incroyable quand on prend le temps de les goûter avec tous nos sens, avec la même attention qu'on prendrait pour déguster un vin. Donc, c'est bien tous les aliments, les plus exotiques comme les plus quotidiens. Et on a des personnes qui mangent quand on éduque au goût. Et donc, c'est aussi bien des enfants que des adultes, des groupes avec tout le monde qui a le même âge ou des groupes mélangés, multi-âges, comme ça arrive très souvent en restauration scolaire. On peut faire de l'éducation au goût avec des gens de tous âges à partir du moment où on commence la diversification alimentaire. Et donc, on va manger des aliments autres que du lait et jusqu'à la fin de la vie parce que nos préférences, elles évoluent toute notre vie. Donc, c'est pertinent d'éduquer au goût, même quand on est adulte. Et donc, l'éducation au goût, elle va se focaliser sur le lien qu'on a en tant que mangeur et mangeuse avec les aliments. Ce n'est pas une approche qui va dire quels aliments il faut manger et en quelle quantité. Ça, c'est plus relatif à l'éducation nutritionnelle. L'éducation au goût, c'est une approche qui s'inscrit en prévention, promotion de la santé. On va s'adresser à tout le monde en essayant de développer en tout cas un lien harmonieux d'ouverture et de curiosité par rapport à l'alimentation. Donc, c'est vraiment sur le lien qu'on entretient avec les aliments. Donc, si on veut écrire quelques mots-clés, donc le plaisir est au cœur de cette approche, même les plaisirs, parce qu'il y en a plein. Et le fait de créer des expériences de découverte alimentaire comme va se passer pendant les ateliers du goût, ça permet à l'enfant ou à l'adulte d'associer découverte alimentaire avec quelque chose de plaisant. Parce qu'on peut avoir du plaisir à découvrir des aliments qu'on n'aime pas. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez en mémoire le jour où vous avez goûté pour la première fois un aliment que vous ne connaissez pas et que vous détestiez, mais vous gardez quand même un bon souvenir de cette expérience. Il y a l'idée de développer la curiosité. Chez les enfants, le programme sur lequel je travaillais au Québec s'appelait les aventuriers du goût. Donc, c'est vraiment l'idée de cultiver cet esprit d'aventure, d'exploration dans le monde alimentaire et la convivialité parce que l'éducation au goût, c'est une approche qu'on va mettre en œuvre au sein d'un groupe. En fait, on peut faire des dégustations tout seul, mais dans un atelier du goût, on va avoir ce côté convivial d'être ensemble et de découvrir ensemble les aliments. Alors, je vous propose encore une petite expérience, parce qu'on parle de dégustation depuis tout à l'heure, mais comment on fait pour goûter? Alors là, je vous propose très rapidement, je vais afficher, on va faire une dégustation avec effets spéciaux. Et vous allez me dire quel aliment vous avez le plus envie de manger, A ou B. J'ai l'impression qu'il y a plus de personnes qui ont envie de goûter la pomme B que la pomme A, mais au début, il y avait plus de monde pour la A. Est-ce que vous avez plus envie de goûter l'aliment A ou l'aliment B?
Donc là, on a quasi, en grande majorité, une préférence pour l'aliment B. Donc, vous aurez peut-être reconnu, on a même un aucun. Vous avez peut-être des crevettes. Et l'aliment A, c'était un mélange d'insectes dont je ne connais pas tous les noms frits. Donc peut-être que si j'avais posé cette question-là dans un autre pays où c'est beaucoup plus ancré dans la culture de manger des insectes, peut-être qu'on aurait eu l'inverse dans les proportions. Donc ces deux petites expériences pour vous montrer que en fait, on n'a pas besoin de mettre dans la bouche pour goûter. Parce que là, vous avez déjà tous et très rapidement eu un enclin à goûter un aliment ou l'autre. Donc, on goûte avant tout avec notre sens de la vue. Donc ça, c'est important à garder en tête quand on fait de l'éducation au goût, surtout avec les enfants. Ça arrive souvent quand on dit aux enfants « Ah, mais tu ne peux pas savoir si tu aimes ça ou pas, tu n'as pas encore goûté. » Mais en fait, on est déjà en train de goûter quand on regarde. Donc, c'est sûr que ça ne nous permet pas d'avoir une idée globale de l'aliment, mais en éducation au goût, c'est important de laisser l'espace à l'enfant de choisir avec quel sens il va goûter les aliments. Est-ce qu'il va goûter juste avec ses yeux et ses doigts en touchant? Est-ce qu'il va avoir envie de l'approcher de son visage pour le sentir? Est-ce qu'il va avoir envie de se rendre jusqu'à la mise en bouche pour vérifier l'identité sensorielle globale de l'aliment? Et ça, les ateliers du goût permettent à l'enfant d'apprivoiser à son rythme les aliments et donc de toujours garder un côté plaisir dans toute la découverte parce qu'il a décidé et qu'il n'a jamais été forcé à goûter. Donc, on peut encourager à goûter, mais en laissant à l'enfant l'idée avec quel sens il a envie de goûter. Donc, pour vous faire un petit portrait rapide, en fait, manger, c'est une expérience multisensorielle. Tout ça, ça arrive en même temps. On commence toujours à goûter avec nos yeux. La vue, ça va créer des attentes fortes. Et ensuite, donc tout ça, ça arrive en même temps, mais il y a les odeurs. Ça nous arrive parfois de rentrer dans une pièce, il y a une odeur de cuisine qui sent délicieusement bon. On n'a pas encore vu ce qui était dans le four, mais on sait déjà que c'est un brownies au chocolat qui nous attend pour le dessert. Toucher, ça va nous donner des informations. C'est comme ça qu'on va choisir un fruit, s'il a maturité ou pas, quand on va l'acheter à l'épicerie ou chez le producteur. Les enfants ont beaucoup tendance à mettre les doigts dans les aliments. C'est une manière pour eux d'appréhender déjà avant la mise en bouche et de se faire une première image de l'aliment. Les oreilles aussi. On goûte avec nos oreilles. Quand on a tout ce qui est autour de l'ambiance des repas, sur comment on vit notre moment de prise alimentaire. Également, les sons qu'on fait quand on mange avec les aliments eux-mêmes, quand quelqu'un croque un carré de chocolat à côté de nous ou que quelqu'un mange des chips, ça se peut que vous n'ayez pas eu envie d'en manger, mais juste d'entendre quelqu'un qui en mange et tac, ça nous ouvre l'appétit. Donc, ce sens-là aussi est très mobilisé quand on mange. Et bien sûr, en bouche, là, une fois qu'on se rend là, c'est l'explosion de plein de sensations, les saveurs, les arômes, mais aussi la texture en bouche. Donc tout ça, ça arrive en quelques secondes et même moins de une seconde. Tout ça s'en va au cerveau qui va nous créer une image de l'aliment et va nous permettre de dire si on aime ou si on n'aime pas. Parce que manger, c'est aussi une expérience émotionnelle. Donc ces deux aspects sensoriels et relatifs aux préférences, ça fait partie des piliers de ce qu'on va aborder dans les ateliers du goût. On va amener les enfants à mettre des mots sur leurs sensations, décrire le goût, la saveur, la texture, etc. Des aliments, mais aussi à nommer ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas et essayer d'expliquer pourquoi. Et comme ça, ainsi, l'enfant se connaît mieux et l'adulte aussi. Je vous donne beaucoup d'exemples avec les enfants parce que moi, j'ai beaucoup travaillé avec eux, mais tout ce que je dis, ça s'applique aussi en restauration collective avec des adultes. Le plaisir au cœur de la démarche et la confiance, mettre en confiance la personne qui déguste, surtout quand on a quelque chose de nouveau dans notre assiette. Il faut s'imaginer qu'un légume qu'un enfant ne connaît pas ou n'aime pas, par exemple un chou de Bruxelles ou un brocoli qui se retrouve dans son assiette, ça peut avoir le même effet que si on vous avait mis les insectes frits que vous n'aviez pas du tout envie de goûter tout à l'heure dans votre assiette. Donc, à garder à l'esprit la mise en confiance et de garder toujours une ambiance de plaisir pour qu'on avance dans cette découverte alimentaire, toujours dans une ambiance agréable et qui va donner envie à la personne de renouveler ses expériences parce qu'on est fait comme ça. Quand les choses nous font du bien et nous font plaisir, on a envie de recommencer. Donc, si on regarde plus précisément au restaurant scolaire, donc je vais continuer avec l'exemple des enfants, mais tout marche aussi pour les adultes. Donc, le rôle des adultes au restaurant scolaire, c'est qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette ?
qu'est-ce qui se retrouve au menu, donc aussi les diététiciennes, nutritionnistes qui vont constituer les menus. La qualité des aliments, quel type d'aliments on a, quel type de protéines on a, des protéines animales, des protéines végétales, quel type de légumes, d'où ils viennent, l'approvisionnement. Donc, c'est tout ce que j'entends par la qualité au sens large. Et aussi, après, est-ce que c'est bio, pas bio, local, etc., équitable, tout ce que vous a présenté tout à l'heure Astrid. Et le contexte. À quoi ressemble le restaurant scolaire ou le restaurant tout court, dans quelle vaisselle on mange, dans quel verre on boit, qu'est-ce qu'on a pour se servir de l'eau, etc. Tout ça, la couleur des murs, la disposition des tables, ça va jouer sur la convivialité, combien on est à chaque table, ça va jouer aussi sur l'ambiance, les bruits qu'on peut entendre pendant qu'on mange, est-ce que ça va être plus ou moins calme en fonction de si on est beaucoup à table ou pas beaucoup, est-ce qu'on a le choix d'être juste assis à deux ou est-ce qu'on peut être sur des grandes tablées avec 20 personnes. Tout ça, le contexte et l'installation, ça va avoir un effet sur la prise alimentaire. Et le rôle des enfants dans tout ça, c'est sûr qu'au restaurant scolaire, ils n'ont pas beaucoup plus d'influence que de décider de manger ou pas, mais qui est quand même majeur par rapport à ce qui nous intéresse et dans leur bien-être et aussi dans les enjeux par rapport au gaspillage alimentaire, parce qu'on a tout intérêt à ce qu'ils aient envie de manger ce qu'ils ont dans leur assiette. Donc, quand on introduit l'éducation au goût au restaurant scolaire dans une visée de changement de pratique alimentaire, soit on peut faire venir un organisme extérieur, c'est souvent des associations qui font ça en France, des gens qui sont déjà éducateurs et éducatrices du goût qui vont intervenir de manière ponctuelle, ou on peut former le personnel de la restauration collective, et moi c'est vers ça que je pousse le plus parce que c'est donner une canne à pêche à la restauration collective. Une fois que toute l'équipe est formée, et après, vous êtes indépendant et vous pouvez éduquer au goût dans le quotidien des enfants tout le temps. Donc, la formation en éducation au goût, elle permet d'outiller l'ensemble des personnels de la restauration scolaire et les agents du périscolaire pour adapter le service et la présentation des aliments. Donc là, je parle même au-delà de changer le contenu des menus, donc qui va en parallèle bien sûr, avec la transition écologique et la transition alimentaire qui nous réunit dans ce webinaire aujourd'hui. Mais on peut déjà commencer dès demain à faire peut-être des petits changements pour aller dans cette visée d'éducation au goût. Donc, en adaptant peut-être la présentation des aliments. Exemple, une salade composée, plutôt que de tout mélanger. Si on a, par exemple, des haricots rouges où on ne sait pas si les enfants vont aimer ou pas, on peut présenter la salade en séparant les différents ingrédients. Et c'est chaque enfant qui va se faire sa salade dans les proportions qu'il veut, dans son assiette. Peut-être qu'au début, il ne va pas utiliser beaucoup d'haricots et peut-être qu'un peu plus tard, au fur et à mesure qu'il apprivoise, il va augmenter cette quantité. Et donc, ça permet de limiter déjà aussi le gaspillage alimentaire. Dans l'accompagnement des repas, le personnel de service peut, dans des mots très simples, dans la manière de questionner l'enfant sur ce qu'il a dans l'assiette, en amenant à porter l'attention à décrire ce qu'on voit dans l'assiette, les différentes couleurs, combien il y a de couleurs dans l'assiette pour des enfants jeunes, fermez les yeux et sentez l'odeur, est-ce que ça vous rappelle un souvenir? On peut faire des choses très simples au moment des repas qui vont tranquillement éduquer les enfants au goût, à l'apprivoisement des aliments avec tous leurs sens. Et en dehors du repas, les agents du périscolaire, le personnel d'animation peut animer des ateliers. Donc, des choses qui vont vraiment, avec une durée un peu plus longue, être dédiées à la découverte sensorielle de un ou plusieurs aliments, avec moins d'enjeux, même pas d'enjeux nourriciers, parce qu'à la cantine, au restaurant scolaire, on a envie que les enfants mangent pour qu'ils aient assez d'énergie pour le reste de la journée. Quand on est en périscolaire, on y va sur des toutes petites quantités et on est vraiment juste dans la familiarisation, l'exposition, qui fait qu'après, quand les enfants se retrouvent au moment du repas, il y a peut-être plus de facilité à manger. Donc, qu'est-ce que ça amène chez l'enfant? Ça va permettre de développer la curiosité à découvrir avec les sens, augmenter l'intérêt pour l'alimentation de l'enfant, augmenter potentiellement la variété du répertoire alimentaire, donc la diversité des aliments que les enfants acceptent de manger. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont documentées par la recherche. C'est parmi les résultats qu'on sait qu'il existe des effets positifs de l'éducation au goût. Les enfants vont plus parler du goût, ils vont se mettre à adopter un peu un vocabulaire de petits goûteurs, de parler de la texture, de l'odeur, etc. Et ça peut aussi amener une ambiance plus conviviale et d'écoute à table. Dans les deux grands effets de l'éducation au goût, vraiment sur la prise alimentaire et le comportement alimentaire, on observe une diminution de la néophobie alimentaire. Donc, c'est-à-dire, néophobie, c'est la peur de la nouveauté, la peur des nouveaux aliments. C'est un phénomène qui est naturel chez tous les enfants de l'espèce humaine. Ça commence à peu près vers 3 ans et ça augmente avec un pic jusqu'à environ 7 ans. Et après, ça dépend
ça dépend des personnes, ça va rester plus ou moins fort, ça va devenir plus comme un trait de caractère. Et en fait, ça nous intéresse beaucoup, la néophobie alimentaire, quand on est sur des changements de menu, parce que le moteur de la prise alimentaire des enfants, c'est le plaisir. Un enfant va manger ce qu'il aime et souvent, il aime ce qu'il connaît. Donc, plus on va familiariser les enfants à travers des ateliers d'éducation au goût, plus quand ils vont retrouver ces aliments dans l'assiette, ils vont potentiellement avoir plus de facilité à les aimer et donc à les manger. Donc ça nous permet d'avoir moins d'aliments gaspillés dans les plats de service parce que l'enfant va se retrouver devant, mettons peut-être une salade dans laquelle il y a des pois chiches. S'il n'a jamais vu de pois chiches, il va dire « j'en veux pas ». Mais s'il a eu un atelier de familiarisation aux pois chiches où il a touché des pois chiches secs, il a mis la main dans une boîte, il a goûté un pois chiche tout seul, cuit, froid, et il a fait une petite recette avec, peut-être que quand ça va se retrouver dans son assiette, il y aura moins de réticence à vouloir le manger. Un deuxième effet qui est observé, c'est que l'éducation au goût, ça permet une meilleure écoute des signaux de faim et de satiété. En fait, à travers, au fil des ateliers du goût, on prend plus conscience de tout ce qu'on ressent au niveau sensoriel quand on mange. Et ça, ça nous amène à connecter plus facilement à notre plaisir de manger et au goût au sens large des aliments qui sont physiologiquement des indices qui vont envoyer au cerveau les informations de quand arrêter de manger et de quoi manger. Je vous fais ça en explication résumée. Et donc, ça permet d'avoir un effet en termes de quantité sur la réduction du gaspillage alimentaire parce que les enfants vont avoir une meilleure connaissance des quantités qu'ils sont capables de manger. Et donc, également au niveau du besoin d'apprivoisement de certains aliments, de se servir en quantité par rapport à leurs besoins. J'en ai un petit peu parlé à travers tout ce que j'ai dit, mais comment se déroule un atelier du goût? Donc, première partie, on va découvrir un ou plusieurs aliments avec tous les sens. Dans un deuxième temps, on essaye toujours d'avoir une petite activité de main à la pâte où on va cuisiner très simplement avec nos 5 sens de l'assemblage. Par exemple, une vinaigrette, on va découvrir le goût, l'odeur, etc. de tous les ingrédients d'une vinaigrette et à la fin, faire une vinaigrette à notre goût avec les proportions qui nous plaisent. Si on aime beaucoup l'acidité, on va mettre plus de vinaigre, rajouter des fines herbes dedans selon les odeurs de fines herbes qu'on a aimées. Il y a à la fois un temps personnel de connexion à ses propres sensations et ses préférences et un moment d'écoute au sein du groupe et de partage parce qu'on se découvre aussi en écoutant les autres et ça amène aussi une ouverture. L'effet des pairs est très important et ça, on le voit en restauration scolaire. Quand un enfant ne veut pas manger un aliment, peut-être que ça peut déclencher un rejet sur toute la tablée et l'inverse est vrai aussi. Donc, cet effet des pairs a un rôle important dans les ateliers du goût. Et bien sûr, le temps qui est un ingrédient très important en éducation au goût. On prend le temps de déguster. Et je terminerai avec des outils concrets qui existent pour mettre en œuvre l'éducation au goût en restauration collective. Il y a beaucoup d'initiatives à travers tout le territoire. Il y a le dispositif AnimaSens, donc, qui s'adresse à l'ensemble de toutes les personnes qui sont au sein des équipes de la restauration collective à travers une formation en éducation au goût et également un guide pédagogique qui est monté par dossier sur les légumes, les légumineuses, le pain, le poisson, donc qui sont les aliments les plus critiques en restauration collective, donc avec des ateliers du goût, mais aussi des histoires, donc amener l'imaginaire, surtout pour les enfants, ça peut aider aussi dans l'apprivoisement. Aussi du côté cuisine, des recettes, comment présenter les aliments. Donc ça, c'est des formations et un outil qui vont être disponibles à l'échelle de toute la France. L'exemple d'un projet où il y a eu de la recherche-action sur la ville de Dijon en partenariat avec l'INRA et la ville de Dijon, la restauration collective, donc avec une évaluation des effets sur la consommation d'aliments, surtout les légumineuses, avec un zoom sur la découverte sensorielle du pois chiche en atelier du goût et des mesures avant-après pour voir s'il y a une variation positive sur la consommation de ces aliments. Et donc, 2 outils qui sont disponibles en librairie et sur Internet, les Restos du goût donc est un livre avec des ateliers qui sont animés sur le temps périscolaire en lien avec les menus, ensuite les repas en cuisine quand il est possible d'avoir un projet qui s'inscrit de manière globale au sein de toutes les équipes impliquées dans la restauration collective. Et collation, donc des fiches thématiques par aliment, donc avec un zoom sur les fruits et légumes pour faire des choses très simples sur le temps périscolaire, mais aussi pendant les repas,
pour favoriser l'acceptation des fruits et légumes à travers la dégustation avec les sens et la cuisine. Donc ça, je vous enverrai le diaporama, vous pourrez cliquer sur les liens pour aller voir plus en détail. Donc pour terminer la question, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que vous avez tous et tout un rôle à jouer dans cette transition alimentaire, et plus ces projets de changement de pratique vont s'inscrire dans des projets de territoire avec une action concertée entre tous les acteurs et toutes les actrices, donc que ça aille des élus jusqu'aux mangeurs et mangeuses qui se retrouvent dans leur assiette, en passant par les équipes d'approvisionnement, les équipes du milieu de la santé, les équipes bien sûr en cuisine, le personnel qui assure le service, le personnel qui fait l'animation au moment du repas, mais aussi sur les temps de pause méridienne, en passant aussi par les producteurs, les productrices, les transformateurs et les transformatrices, et aussi des parents, parce que quand on fait de l'éducation alimentaire des enfants en dehors du milieu familial, ça reste quand même les parents qui sont au cœur de l'éducation alimentaire. Donc, quand on va présenter des aliments nouveaux à la cantine, c'est intéressant d'impliquer les parents dans cette approche-là pour avoir un message le plus cohérent possible. Donc voilà, j'espère que cet avant-goût sur l'éducation au goût vous aura donné des idées, et vous pouvez déjà commencer à faire des petites actions, même sans attendre d'avoir un projet plus large et plus concerté à l'échelle de votre territoire, en simplement amenant l'attention des enfants et de vos convives sur le goût des aliments. Je vous remercie de votre écoute. Merci Marine pour cette présentation. C'est vrai que c'était important de revenir sur les fondamentaux en fait, parce qu'on parle quand même avant tout d'alimentation. Donc il y a la loi, il y a les professionnels qui se chargent de mettre en œuvre tout un tas d'actions pour que dans l'assiette finalement il y ait quelque chose de plus sain, de plus qualitatif. Mais si derrière au final les principaux intéressés ne consomment pas, tous ces efforts n'auront servi à rien. Donc voilà, ce qu'on tenait à vous présenter lors de ce webinaire toutes les trois, c'était vraiment l'interaction importante qu'il y a à avoir quand on mène une approche d'amélioration de son approvisionnement globalement. Ce n'est pas juste sur l'acte d'achat, c'est bien au-delà. C'est vraiment accompagner l'ensemble du personnel, accompagner les convives, avoir une approche la plus globale possible. Et il existe tout un tas d'acteurs, notamment en Néo-Aquitaine, qui sont là pour vous aider à mettre en œuvre tout ça. Alors, je vous propose de... Alors, il y a eu quelques questions pendant les interventions et commentaires. N'hésitez pas à les poser dans le petit module d'échange, aussi appelé chat. Astrid et Marine, vous pouvez réactiver vos caméras, comme ça, s'il y a des questions qui vous sont adressées, ça sera plus sympa de vous voir. Alors, on avait une question, c'était pendant la présentation d'Astrid d'Interbio. Bonjour, ce label est-il sur la région ou à portée nationale? Alors, pour apporter des éléments de réponse, il a été créé par Interbio, mais il est déployé depuis 2020 maintenant sur une partie de la France. Alors, Hauts-de-France, Pays de Loire, région Centre, Bretagne et Occitanie. Donc, en fait, grosso modo, la part ouest, alors, pour la petite explication, ce label, il est déployé chez nos collègues des autres Interpro. Et donc, il n'y a pas d'Interpro dans toutes les régions. On est en discussion, entre autres, sur le sud-est. Voilà, donc on espère pouvoir le déployer sur l'ensemble de la... Dans tous les cas, je peux vous le mettre dans le chat et on vous le remettra. Et il y a un site internet, en fait, qui existe pour retrouver toutes les informations relatives au label. Merci Astrid. On avait une remarque aussi, introduire des légumes bio vrac, entre parenthèses sortis du champ. Oui, mais la difficulté réside dans le temps de préparation, nettoyage, épluchage, etc. des cantines. La filière maraîchage va avoir du mal à s'inscrire dans ces débouchés, même si l'intention est louable, la mise en pratique pour les deux parties est compliquée. Alors, oui et non. Moi, je fais beaucoup de oui et non dans mes interventions. En fait, c'est pour ça qu'on fait le diagnostic de départ, hein, mais il est, de mon point de vue, nécessaire pour tout ce qu'on veut se donner, en fait, hein, sur le gaspillage, sur plein de choses. Et c'est là qu'on va aller regarder les moyens matériels et les moyens humains. Parce qu'en fait, pour moi, dire ça va être compliqué, c'est en partie s'inventer des excuses. Parce que si j'ai les moyens matériels et les moyens humains, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas au final. C'est juste repenser son organisation en cuisine et sa manière de travailler. En parallèle, il existe aujourd'hui un dispositif qui est mis en place par l'État qui permet aussi aux petites cantines de pouvoir, si elles sont
éligibles à la DSR cible. On pourra aussi mettre les infos avec les supports de présentation, pouvoir aller chercher de la subvention pour investir dans du petit matériel. Effectivement, aujourd'hui, si on n'a pas de matériel pour travailler des légumes bruts, ça peut être compliqué. Donc voilà, il y a quand même pas mal de dispositifs existants et c'est pour ça que l'accompagnement il est nécessaire, c'est qu'on va débroussailler tout ça et de se dire, bon, mais ça peut être compliqué, mais quelles sont les solutions pour y arriver? Et au final, on y arrive plutôt bien. Et au regard de l'existence de la filière maraîchère en Nouvelle-Aquitaine, alors effectivement, j'ai envie de dire qu'il y a des territoires en Nouvelle-Aquitaine qui sont aujourd'hui dépourvus d'offres, mais pour autant, il y a quand même beaucoup d'installations et de conversions au maraîchage bio, entre autres. Et voilà, je pense qu'il faut aller gratter aussi avec les groupements de producteurs bio. Nous, c'est ce qu'on fait. Essayer de se dire, voilà, où sont les producteurs, qu'est-ce qu'on peut faire et peut-être pas aller sur tous les légumes dans un premier temps. Peut-être planifier sur 3-4 légumes et de se dire, admettons, toutes mes pommes de terre, elles sont bio, toutes mes courges, elles sont bio, au regard de ce que le producteur peut également faire et de ce que je peux faire en cuisine. Je ne l'ai pas dit, mais ce qui est nécessaire, c'est de ne pas vouloir tout faire d'un seul coup, mais la politique du petit pas. Y aller progressivement, parce que si on va trop vite, c'est le meilleur moyen de générer du gaspillage et d'exploser les budgets et d'exploser les équipes aussi. On est vraiment sur du multi-acteur. Et si je peux compléter, tu avais fini Astrid, pardon? Oui. Si je peux compléter au niveau des convives, effectivement, d'y aller petit à petit, de commencer avec 1, 2, 3 aliments que les enfants ne connaissent pas et d'introduire ça petit à petit. Après, l'attitude d'ouverture par rapport à l'alimentation, elle s'intègre au fur et à mesure que les enfants vont vivre des expériences de découverte sensorielle. Et donc, si ça marche pour quelques légumes, ben, ça facilite après l'introduction des nouveaux aliments qui vont suivre la transition sur les menus. Donc, oui, avec les contraintes en termes d'approvisionnement et de préparation, mais c'est valable aussi sur l'acceptation des convives d'y aller progressivement. Et juste, je voulais préciser également, parce que je vois les commentaires dans le chat, oui, parfois, ce n'est pas évident. Nous, en parallèle, on travaille, comme je l'expliquais en préambule, sur la structuration des filières et on œuvre aujourd'hui pour développer avec des opérateurs locaux des filières en 4e gamme. Donc, le 4e gamme, c'est tout ce qui va être épluché, découpé, pour permettre d'intégrer un produit brut, même s'il est épluché, de saison et local, avec des producteurs locaux et des transformateurs locaux. Donc, on travaille sur comment adapter les approvisionnements aux contraintes des collectivités. Parfois, on a des collectivités qui n'ont pas ou très peu de légumerie et c'est assez problématique. J'ai une question qui s'adresse à toi, Astrid. Une personne qui demande s'il existe une grille d'objectifs relatifs à la loi Egalim à partager avec les participants, Excel par exemple. Cela peut nous permettre d'afficher devant nos écoles pour les parents, pour favoriser la transparence dans les travaux de la mairie, dans l'atteinte des objectifs et la progression. Alors, 2 éléments de réponse. Nous, dans nos accompagnements, on a développé une calculette qui s'appelle la calculette Egalim, qui est mise à disposition des communes qu'on accompagne. Alors, ce n'est pas forcément un outil que pour faire de l'affichage, mais c'est surtout un outil d'aide à la décision pour les approvisionnements. On va entrer les prix d'achat, les volumes, etc. et on va pouvoir faire une analyse du fonctionnement des appros et surtout faire des choix par la suite. L'autre outil dont vous disposez, je vous mets plein de petits liens dans le chat, on vous les remettra, c'est la plateforme Ma Cantine, qui en fait est l'outil de télédéclaration pour vos objectifs de la loi Egalim, qui est une start-up sur laquelle vous allez pouvoir... Alors, je ne l'ai pas encore étudié dans le détail. Peut-être que si Emmanuel entend la question, elle pourra mieux répondre que moi ou David. Mais sur cette plateforme-là, vous aurez obligation de télédéclarer vos objectifs. Et est-ce que ça génère un moyen d'afficher? Je ne sais pas. Je sèche totalement sur ça. Mais effectivement, nous, via notre calculette, on génère des graphiques et des pourcentages en fait, qui permettent à la collectivité de l'afficher en parallèle. Oui, après, c'est un outil de communication. Enfin, c'est un support de communication assez simple pour montrer la progression. Il n'y a pas forcément de document type qui existe, mais là, il s'agit en fait de mettre la calculette que vous proposez, de la mettre en forme joliment pour l'adresser aux parents, que ça soit un outil de sensibilisation et de communication. Oui, et puis après, il y a des collectivités qui ont des logiciels, il y en a qui n'en ont pas. C'est très variable au final. Ce qui est important, au-delà d'afficher les objectifs, je dirais, c'est de bien les mesurer. C'est de bien mettre les bons montants. Alors, on est bien d'accord que la loi, c'est 20%, enfin,
C'est 50% en valeur d'achat hors taxe. Hein. Je l'ai mis sur le diapo, mais bien évidemment qu'on le reprécise, et non pas en nombre de composantes ou en volume. Donc, effectivement, plus on introduira de la viande, plus vite on ira. Mais en tout cas, ce n'est pas ce qu'on défend, nous. On défend plutôt une diversité alimentaire sur l'introduction des signes officiels de qualité des produits bio. C'est de se dire, au regard de l'existence de ma filière et au regard de mes capacités techniques et financières, qu'est-ce que je vais pouvoir intégrer de manière cohérente tout au long de mon plan alimentaire. Donc, notre calculette, elle permet de travailler sur ça. Après, il faut bien codifier. Ça, c'est important. Là, les derniers en date, c'est la codification, entre autres, du MSC dans le critère pêche durable. Le MSC n'est pas un produit éligible au regard du label pêche durable. Donc voilà, il faut bien codifier ce qui est codifiable. Merci. Alors, il y a aussi une personne qui serait preneur des infos sur les subventions pour les petites restaurations collectives, restauration scolaire. La personne en question travaille 90% de mini-cantines en gestion déléguée en milieu rural. Ouais, je l'ai mis à 11h26. Vous avez le lien pour 11h26. Ah oui, c'est après. Le plan de soutien aux cantines. Après, ce qu'on peut faire… Parfait, merci. Dans tous les cas, ils ont mes coordonnées. Après, donc, on relaie nous sur les sites d'information. On peut déjà identifier si vous avez fait partie de la liste des communes éligibles à la DSR-CIB. On peut regarder tout ça en parallèle. D'accord, merci. Et alors, il y a quelqu'un qui dit justement qu'il y a un outil de communication sur ma cantine.gouv, l'outil que tu viens de partager. Donc, ça peut peut-être aider la personne qui se posait la question. Ouais, j'avoue, je sèche un peu sur ça. Je ne l'ai pas encore regardé dans le détail, mais oui, j'imagine. En fait, c'est à la fois un outil de diagnostic et d'identification de là où j'en suis, mais il y a plein d'outils ressources, en fait, parce qu'il y a pas mal de guides au niveau ministère qui sont en train d'être rédigés, qui ont déjà été rédigés et publiés. Donc, cette plateforme, macantine.beta.gouv, elle a vocation à vous donner toutes les petites astuces existantes pour l'atteinte des objectifs. Tout à fait. Toujours dans l'esprit de partage, pendant l'intervention de Marine, il y a Virginie Hildebert, donc, qui est aussi éducatrice au goût, qui a partagé le lien vers le site du réseau d'éducation au goût.org. Donc, tous ces liens-là, on vous les remettra aussi avec les diaporamas, pour que vous puissiez aller creuser les questions, notamment récupérer des informations, des outils et puis des contacts pour mettre en œuvre des démarches d'éducation au goût dans vos établissements. Il y a également une personne qui dit que le centre ressources nutrition, anciennement Linut, est en cours de développement d'un logiciel d'élaboration de menus jusqu'au passage des commandes avec des tableaux de bord permettant d'avoir les données pour répondre à la loi Egalim. Bon, très bien. Ah, une dernière question, il y a un message. Macantine.gouv, c'est très documenté, il y a beaucoup de ressources. Donc voilà, donc en gros, allez creuser la question sur macantine.gouv pour tout ce qui est outils aussi bien de préparation que de communication par rapport à tous ces objectifs, la loi Egalim. Et il y a déjà une bonne base. Et puis de toute façon, quand bien même vous auriez d'autres questions, vous aurez les coordonnées des intervenantes qui vous seront transmises. Donc n'hésitez pas à les solliciter. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de clôturer ce webinaire. On va avoir tenu le délai donc, de rester dans les 1h30, donc c'est assez merveilleux, je tiens à le préciser. Merci Astrid. Allez, on est bien. Il faut bien se lancer des fleurs. Merci Astrid et Marine pour votre participation et puis pour votre activité, parce que j'avoue que nous-mêmes au Crépac, on n'a pas toujours été très bons là ces dernières semaines. On était un petit peu à droite à gauche et vous avez été, merci pour votre gentillesse. Merci au Crépac de nous avoir sollicités. C'était un plaisir. C'était un plaisir. Donc, ça nous tenait vraiment à cœur avec Astrid d'aborder cette question avec vous tous. Et derrière, on s'est dit que ça serait bien d'avoir aussi un volet éducation au goût. Donc, grâce à Virginie Hildebert, on a pu avoir les coordonnées de Marine. Donc, merci. Et puis, ces questions d'éducation au goût, on souhaiterait vraiment nous l'aborder l'année prochaine, à l'occasion d'une journée, si la crise nous le permet. Oui, Astrid? Dorothée, je voulais juste aussi préciser, n'hésitez pas à revenir aussi vers Dorothée, parce qu'il y a la loi Egalim, ce qu'on en fait, il y a plein d'outils, il y a plein de ressources, il y a plein d'acteurs. Si vous avez des besoins spécifiques sur lesquels vous souhaitez qu'on aille animer des webinaires, solliciter des intervenants, en fait, on est aussi là pour ça. On organise plein de choses au quotidien, mais c'est encore mieux si ça correspond encore plus, parce que ça correspond forcément à un besoin du terrain. Mais voilà, s'il y a des choses que vous souhaitez qu'on aille animer à l'échelle régionale, n'hésitez pas.
je me permets, je nous en rajoute un peu plus, Dorothée. Vas-y, Mais vas-y. voilà, l'idée, c'est aussi de répondre à des besoins spécifiques. Donc, on est preneur de toutes bonnes idées. Tout à fait, tout à fait. Et puis, ça reste dans la continuité. Donc, voilà. Écoutez, merci à toutes et à tous. Les coordonnées, alors voilà, on n'a pas fini, donc on n'a pas pu mettre les coordonnées des intervenantes, mais elles y seront dans les diaporamas qu'on vous transmettra. Bonne continuation à toutes et à tous. Et puis, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et puis, c'est demain qu'on est au 1er décembre, donc je peux me permettre de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous. Au revoir, à très bientôt. Au revoir, merci.